Ce chapitre s'intéresse aux piles et accumulateurs. Afin de comprendre les piles, il est important de comprendre l'oxydoréduction, que vous avez déjà un peu vu en première. Alors, on va faire quelques révisions sur l'oxydoréduction. Alors l'oxydoréduction, c'est un peu comme acide-base que nous avons vu précédemment, sauf que acide-base, il s'agissait d'un échange de protons H+, entre un acide et une base d'un autre couple. Et bien, dans le cas de l'oxydoréduction, il s'agit d'un échange d'électrons. Mais sinon, cela fonctionne à peu près sur le même principe. C'est-à-dire que vous avez une espèce qui va donner des électrons, et une autre qui va avoir tendance à en capter. Et donc ceci va permettre l'échange entre un oxydant, une espèce capable de gagner des électrons, et un réducteur, une espèce susceptible de donner des électrons. Et donc ça va nous donner une réaction d'oxydoréduction, oxydant, réducteur. Comme dans le cas des réactions acide-base, nous avons cette notion de couple. Ici, au lieu d'être un couple acide-base, ce sera un couple oxydant-réducteur. Donc dans un couple, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un oxydant, qui est une espèce susceptible de gagner des électrons. Lorsqu'elle gagne des électrons, elle se transforme en réducteur. D'accord? Et ce réducteur, lui, a tendance à donner des électrons pour devenir l'oxydant. Et donc ceci va former un couple. Par exemple, le couple Cu2+Cu. Cu2+, c'est une espèce, un atome qui a perdu 2 électrons. Il a donc tendance à vouloir gagner des électrons. S'il en gagne 2, il se transforme en atome de cuivre, Cu. De même, l'atome de cuivre peut perdre 2 électrons pour se transformer en Cu2+. Donc Cu2+ est l'oxydant, il a tendance à gagner des électrons. Cu est le réducteur de ce couple-là. Lorsqu'un oxydant se transforme en réducteur, il capte des électrons. On dit qu'il subit une réduction. Donc il subit une réduction parce qu'il se transforme en réducteur. Donc le nom de la transformation dépend de ce en quoi l'espèce se transforme. L'oxydant, en captant des électrons, se transforme en réducteur, il subit donc une réduction. De même, le réducteur, lorsqu'il perd des électrons, se transforme en oxydant, et donc il subit une oxydation. Donc une oxydation, c'est une perte d'électrons, puisque c'est le réducteur qui devient un oxydant, en libérant des électrons. Une réduction, c'est un gain d'électrons, puisque c'est l'oxydant qui capte des électrons et qui devient le réducteur. On écrit ici une demi-équation d'oxydoréduction sur un couple, sous la forme oxydant plus un certain nombre d'électrons, n étant un nombre entier, égale au réducteur. Donc par exemple, dans le cas du couple Cu2+Cu, ça nous donne Cu2+, l'oxydant, plus un certain nombre d'électrons égale le réducteur, c'est-à-dire Cu. Et ici, on voit que pour que tout ceci soit équilibré, à droite, il n'y a pas de charge, c'est neutre, donc à gauche, cela doit être neutre. Donc vu qu'ici, on a 2 charges positives sur Cu2+, il va falloir 2 charges négatives pour les compenser, donc 2 électrons. Donc attention, lorsqu'on écrit une demi-équation, les électrons sont toujours du côté de l'oxydant, puisque c'est l'espèce susceptible de les gagner. Donc le côté où sont les électrons, c'est toujours le côté de l'oxydant, et le côté où les électrons ne sont pas, c'est toujours le côté du réducteur. Afin d'effectuer une réaction d'oxydoréduction, il nous faudra 2 réactifs, un oxydant et un réducteur, une espèce qui donne des électrons, le réducteur, une espèce qui capte des électrons, l'oxydant. Attention, ces 2 espèces doivent appartenir à 2 couples différents. Il est impossible, par exemple, pour Cu2+, de réagir avec Cu, puisque ce sont l'oxydant et le réducteur d'un même couple. Donc il nous faut 2 couples différents, et il nous faut l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre. Le réducteur, lui, va perdre des électrons, devenir son oxydant conjugué, donc l'oxydant du couple, et va donc subir une oxydation. L'oxydant, lui, va capter des électrons, comme Cl ici, et effectuer une réduction en devenant le réducteur du couple. Et ensuite, on n'a plus qu'à écrire donc l'équation d'oxydoréduction qui représente cette transformation. Alors attention, là où c'est simple avec acide-base, c'est un petit peu plus compliqué avec les réactions d'oxydoréduction. Donc il va falloir être méthodique lorsqu'on écrit l'équation d'oxydoréduction. Ça va être notre prochaine étape. En effet, il est important que le nombre d'électrons libérés par le réducteur soit égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Or, lorsqu'on écrit les équations de 2 couples, ce ne sera pas toujours forcément égal au départ, donc il va falloir ajuster. Prenons l'exemple de la réaction entre le cuivre solide, Cu, et les ions argent Ag+. Ici, on a donc 2 couples, Cu2+Cu et Ag+Ag. On voit bien qu'on a du cuivre solide, c'est-à-dire le réducteur de ce couple, et des ions argent, c'est-à-dire l'oxydant de cet autre couple. On a donc l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Il est donc possible que cette réaction ait lieu. On écrit les 2 demi-équations. Toujours de la même façon, l'oxydant plus un certain nombre d'électrons égale le réducteur. Ici, Cu2+, plus 2 électrons égale Cu, on l'a déjà vu. En ce qui concerne la deuxième, attention, il y a une erreur ici, c'est pas Ag2+, mais Ag+, plus un électron, égale Ag. Donc ici, attention, il n'y a qu'un électron lorsque l'ion argent se transforme en atome d'argent. On va le réécrire à côté. La deuxième étape maintenant consiste à réécrire ces demi-équations en plaçant les réactifs à gauche. Ici, on nous a dit que les réactifs c'était le solide cuivre et les ions argent Ag+. Donc dans le cas de l'équation des ions argent, elle reste telle quelle puisque le réactif Ag+, était déjà à gauche. Par contre, dans le cas du cuivre, on va inverser les 2 côtés de l'équation pour donner cette fois Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. Alors vous voyez qu'ici, les égales se sont transformés en flèches. Tout simplement parce que maintenant, on sait dans quel sens la réaction va se faire. Donc on sait que c'est le réducteur qui se transforme en oxydant dans ce couple et l'oxydant qui se transforme en réducteur dans celui-là.
Donc dans le premier cas, puisque le réducteur devient un oxydant, il y a oxydation, et dans le deuxième, vu que l'oxydant devient un réducteur, il y a réduction. On doit forcément avoir les deux types de transformation. La troisième étape consiste à s'assurer que le nombre d'électrons libérés par le réducteur est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Or ici on voit bien que le cuivre, lorsqu'il se transforme en oxydant Cu2+, il libère 2 électrons. Or l'argent, comme on peut le voir ici, ne capte qu'un seul électron. Il va donc falloir qu'il en capte 2. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tout simplement tout multiplier par 2 dans cette demi-équation. Donc là où on avait Ag+, plus un électron, on donne Ag. On va multiplier chaque membre par 2. Ça nous donne 2 Ag+, plus 2 électrons, donne 2 Ag. On a maintenant le même nombre d'électrons sur les deux demi-équations, et il ne reste plus qu'à ajouter les membres de gauche avec les membres de gauche, et les membres de droite avec ceux de droite. On remarque que le nombre d'électrons qui est à gauche doit être égal au nombre d'électrons qui est à droite, c'est ce qu'on a fait à l'étape 3. De ce fait-là, ces deux-là vont se compenser et donc ne pas apparaître dans l'équation, ils s'auto-annulent. On va donc obtenir comme équation finale Cu plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Voilà comment on écrit une équation d'oxydoréduction. Dans le cas de certains couples, l'écriture de la demi-équation peut être un peu plus complexe. En effet, comme dans cet exemple, on a MnO4-, le permanganate, et les ions de manganèse Mn2+. Ils font partie d'un même couple. MnO4- est l'oxydant, Mn2+, le réducteur. Donc si on l'écrit comme on a appris jusqu'à maintenant, ça nous donne MnO4- plus E- égale Mn2+. Là, on va se retrouver face à un problème, parce qu'on a des oxygènes à gauche, alors qu'on n'a pas d'oxygène à droite. Donc de ce fait-là, il va falloir trouver des oxygènes. Les oxygènes, on va les trouver tout simplement dans l'eau, puisque cette réaction se passe généralement dans un solvant qui est de l'eau. Donc il y a des molécules d'eau qui sont disponibles. Donc on va rajouter des molécules d'eau, de manière à ce qu'on apporte à droite le bon nombre d'oxygènes. Donc c'est ce que l'on va faire dans cette étape-là. On avait ici 4 oxygènes, il va donc nous falloir 4 molécules d'eau pour compenser les 4 oxygènes qui se trouvent à gauche. On se retrouve alors avec ça. Le problème maintenant, c'est qu'on a introduit avec l'eau des ions, des atomes d'hydrogène, H2, ici, que l'on n'a pas à gauche, donc on ne peut pas les équilibrer. Donc cette fois, on va se placer en milieu acide. Donc on va souvent trouver le cas où la solution sera acide. Donc dans ce cas-là, on va avoir à notre portée des ions H+, puisque comme on l'a vu dans le chapitre sur acide-base, l'ion responsable de l'acidité, c'est l'ion H+. Donc on va pouvoir rajouter sur la gauche des ions H+. Ici, il y a 4 molécules d'eau, ce qui fait au total 8 hydrogènes. On va donc ajouter 8 H+, à gauche de l'équation. Une fois que l'on a le bon nombre d'atomes à gauche et à droite, il ne reste plus qu'à s'occuper des charges, et donc de mettre le facteur devant le nombre d'électrons. Ici, si on fait le total à droite, on a 2 charges positives, qui sont sur Mn2+, et à gauche, on a une charge négative sur MnO4- et 8 charges positives, puisqu'on a 8 H+, donc ça multiplie par 8 le nombre de charges positives. Donc ça nous fait un total de 7+. Il nous faut donc 2 plus à gauche pour être égal à ce que nous trouvons à droite. Il va donc falloir ajouter 5 charges négatives. 7 moins 5, 2, ce qui va donc nous donner 2 charges positives à gauche, ce qui va être équivalent aux 2 charges positives que l'on retrouve à droite. Donc voilà comment on écrit une demi-équation d'un couple un petit peu plus complexe, comme celui-ci.